Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Laitue, basilic, plantation, poivron, bleuets, pollinisation, haricots, arrosage, fraises, insectes ravageurs et maladies, concombres. fertilisation. Radio Légumes et compagnie, le balado qui vous dit tout pour cultiver et entretenir simplement les plantes comestibles de façon naturelle. Cette émission vous est proposée par Bionic, une gamme de produits certifiés biologiques. Issus notamment de la récupération des résidus marins des pêcheries de la Côte-Nord, la gamme Bionic propose des engrais 100% naturels, des algues marines liquides et un compost forestier et marin. Les engrais bioniques conviennent aussi bien pour les fruits, les légumes, les fines herbes que les fleurs annuelles, ainsi que les plantes d'intérieur. Produite à 100% au Québec, la gamme Bionic assure la santé de vos plantes en offrant une croissance rapide et abondante. Bionic est distribué par Gloco, une entreprise québécoise qui a plus de 100 ans. Bonjour tout le monde, soyez les bienvenus à Radio Légumes et compagnie. Ça fait toujours plaisir de vous retrouver. Bonjour Bertrand Dumont. Bonjour Jeanne Ross. Salut. Aujourd'hui, un sujet que je trouve passionnant parce que c'était une révélation il y a de nombreuses années quand je me suis rendu compte qu'on pouvait, avec plusieurs stratégies, Oui. devancer et rallonger la saison. C'est ça. Alors tu nous parles de ça et dans ton dernier livre. Oui, dans le dernier livre, Le Journal comestible éco-responsable, dans la section aménager et cultiver en respectant la terre, je rentre beaucoup plus en détail. Dans le balado, je n'ai pas le temps de rentrer en détail, ça ferait un balado beaucoup trop long. Donc, si vous avez le livre, vous pouvez retrouver pas mal d'informations de ce côté-là. Mais c'est plein d'informations de ce type-là dans ton livre. C'est fabuleux. Alors là, tu parles, on prolonge la saison et il y a de différentes manières de le faire. Alors, il y a 4 niveaux de technicité. On va simplifier ça en 4 niveaux. La haute technologie, donc c'est la culture hydroponique ou aquaponique, donc surtout à l'intérieur, est une culture sous éclairage artificiel. Une technicité de moyenne technologie, donc c'est des aménagements sous abri, les serres conventionnelles chauffées, les couches chaudes. Ça nécessite des systèmes de chauffage et de ventilation. Bon, est-ce qu'on peut dire que c'est pas pour tout le monde? Les 2 premières sont pas pour tout le monde. C'est ça, hein? La basse technologie, qui, elle, va demander peu ou pas d'énergie. Puis la très basse technologie, elle permet, c'est de commencer les croissances plus tôt et de les finir plus tard en saison. Et ça, c'est écologique. OK, oui. Ça, vraiment, parce que tu n'as pas de chauffage, tu n'as rien. Bon. C'est ça. Alors, allons donc par ce qui est le plus économique. La basse technologie pour devancer et rallonger ta saison de maraîchage. Alors, c'est la serre conventionnelle non chauffée, mais aérée. OK, donc c'est celle-là qui fonctionne bien. Disons que c'est pas tout à fait logique d'avoir une serre conventionnelle non chauffée, mais on peut donc transformer une serre conventionnelle, la transformer en serre froide, ce qu'on appelle. Mm-hmm. Les serres semi-enterrées, qui peuvent se passer de chauffage, mais pas de système d'aération mécanique, donc ça prend un peu d'énergie. Les serres souterraines et les serres adossées qui ont besoin, elles, d'un système de ventilation qui peut être à la fois mécanique ou naturel. Bon, puis quand tu dis adossé, c'est adossé à un mur, à un garage. C'est ça. Souterraine, c'est que finalement, on enterre toute la serre, puis il y a juste le fêtage extérieur qui va sortir. Donc, on va descendre dans la serre. Ouais. Semi-enterré, c'est-à-dire qu'on va avoir des petits pieds droits, ce qu'on appelle, puis le fêtage par-dessus. Le fêtage, c'est la toiture de verre. La toiture de verre de plastique ou autre chose. Oui. Et les serres adossées, c'est une serre ordinaire, mais qui va être adossée à un mur de briques. Et là, on va aller chercher la chaleur du mur de briques pour aller chercher l'énergie. Il y a aussi les grands tunnels ventilés mécaniquement, donc les tunnels de culture qu'on voit un peu partout. Oui. Et puis les couches froides aussi. Et c'est très drôle parce que, tu as de la famille en France, on est allé. Et on a vu dans des champs des grands tunnels. Oui. Hein, et on avait vu aussi une serre qui était presque souterraine. C'est ça, oui. Hein, dans un vieux château. Un vieux château, oui, c'est ça. C'est fascinant. Oui, parce que la température du sol reste constante et donc on a besoin de moins de chauffage. Mais c'est pas une serre qu'on va utiliser en hiver. On va l'utiliser en début de saison. On va devancer
ou prolonger la saison. On ne va pas faire la saison hivernale. Mais tu peux gagner quasiment 2 mois, sinon plus. Oui, un bon 6 semaines, oui. 4, 6, 8 semaines, dépendant des conditions. Oui. Comment on prolonge la saison avec les très basses technologies, celles qui coûtent le moins cher? Celles qui coûtent le moins cher, en tirant parti de la nature, on va utiliser des couvertures et on va favoriser les accumulateurs de chaleur naturels. OK. Alors, tu vas nous expliquer ça en détail, mais les couvertures, je me souviens, lorsque nous étions à Télémédia, on parlait des carottés picotés. Oui, exact. C'est ça, les couvertes pour protéger. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Bionic, la gamme des engrais 100% naturels et éco-responsables, propose Bionic Algues Marines. En plus d'apporter des éléments nutritifs et des oligo-éléments, ce concentré favorise la bonne santé de la biologie du sol. Elles contiennent des phytohormones qui activent la croissance et la productivité de vos plantes. Bionic Algues Marines stimule les mécanismes de défense naturelle des plantes en augmentant la résistance au stress, en particulier lors de la transplantation. Bionic Algues Marines, distribué par Gloco, est en vente dans les centres de jardin. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Maintenant, comment on tire parti de la nature pour prolonger la saison de culture de légumes, de fruits? On joue avec les dates de maturité en utilisant des variétés à maturité précoce et d'autres à maturité tardive. Donc, c'est dans le choix. Oui, c'est dans le choix des variétés. Planification. Oui, parce qu'il y a des variétés qui sont... Donc, par exemple, vous avez des poivrons qui vont être plus rapides, puis des poivrons qui vont être plus lents à arriver parce qu'ils sont plus gros ou des variétés différentes. Donc, au lieu de mettre toute la même variété, si vous mettez une variété hâtive, une variété tardive, vous allez à ce moment-là en avoir plus longtemps. Retarder avec des variétés à longue maturité. Hein, il y en a qui il y a des variétés, j'en parle dans mon livre notamment sur le potager en pot. Il y a des variétés qui vont être à 30 jours, puis des variétés à 45 jours, puis des variétés à 65 jours pour la même légume. Okay? Oui. Donc, si vous prenez un 45 jours puis un 65 jours, vous avez 10 jours de différence, vous allongez la saison. Okay. Donc, tu restes toujours avec des légumes qui sont frais et tu les récoltes plus longtemps en raison. Mais c'est ça, je reviens là-dessus. C'est dans la planification de ton jardin. C'est toujours dans la planification que tu fais des économies. Tout le temps. Oui. Tout le temps. J'en parle beaucoup dans mon livre de la planification sur le jardin comestible éco-responsable. Effectivement, c'est là que tu fais le plus d'économies. On peut aussi procéder à des cultures intercalaires. C'est-à-dire qu'on installe des cultures à croissance rapide entre des rangs à culture à croissance tardive. Par exemple, quand on fait des choux-fleurs, les choux-fleurs vont arriver au mois de septembre, mais on met de la laitue entre les choux-fleurs. Mm-hmm. Ou encore, on peut mettre du mesclun, ou on peut mettre, pas des carottes parce que c'est long, mais des radis. Donc, on peut choisir des choses qui vont aller rapidement, alors que les autres ne sont pas encore poussées, elles vont pousser plus tard. Donc, quand elles vont faire tout leur feuillage, toute leur grosseur, on va avoir récolté la plante intercalaire. C'est une façon de densifier ta production, tes récoltes, dans le même espace. C'est ça. Démarrer les semis à l'intérieur va vous permettre de gagner quelques semaines. Moi, c'est ce que je fais beaucoup. Donc, toutes les plantes originaires des régions tropicales, comme la tomate, la courge et le poivron, si vous les démarrez à l'intérieur, les tomates, c'est bien connu, mais les poivrons aussi, mais les courges, moi, je les fais 1 semaine, 10 jours avant. Donc, elles vont avoir le temps de bien se développer. Quand elles vont être au jardin, elles vont se développer. Je vais avoir gagné une quinzaine de jours pour les melons. Je fais plus de courges, mais les melons puis des choses comme ça. Les tomates, c'est la même chose. Comme c'est des plantes tropicales, en les démarrant à l'intérieur, en partant les semis à l'intérieur, on y gagne. Puis les courges, un petit peu plus tardivement que poivrons et tomates, parce que ça se développe à une rapidité folle. C'est ça. Mais tu ne déplaces pas. Hein? Juste par curiosité, là, tu le mets quoi? Tu les plantes en dedans, dans un pot? Je les mets dans les pots de tourbe. Et tu les plantes
tel quel C'est au ça. jardin, parce qu'il ne faut C'est pas que ça. les racines soient déplacées. Absolument. Dans ce cas-là particulier. Absolument. Oui, OK. absolument. Cultiver des plantes qui préfèrent des conditions plus fraîches en fin de saison, en tout début de saison ou en fin de saison, dépendant où vous êtes. Donc, les bêta-cardes, les épinards, la laitue, la mâche, les pois et les radis qui n'aiment pas la chaleur. Donc, vous les faites en début de saison. Vous étalez votre saison. Laissez au jardin les légumes résistants à un léger gel, qui sont même parfois plus goûteux, comme les chicorées, les choux de Bruxelles, les choux-fleurs, les choux frisés, les navets, les oignons verts et les roquettes. Donc, si vous les laissez plus tard, elles vont pas s'abîmer et puis elles vont être encore plus goûteuses. Puis, on sait que les carottes et les poireaux peuvent même résister à l'hiver avec une protection hivernale. Donc, on prolonge très, très longtemps. Avant, c'était plus compliqué, mais avec les hivers qui sont un petit peu moins rigoureux, ça va. Fait que tu mets une protection, Oui. puis tu vas déterrer. Oui, de plus en plus, déjà très tôt au printemps. on le voit sur les réseaux sociaux. Il y a plein de gens qui récoltent leurs carottes, puis des gens qui oublient de récolter leurs carottes, puis ils récoltent leurs carottes entre eux. Et les poireaux aussi, c'est possible. Oui. Puis tu dis bêta-carde. Bêta-carde, c'est de la famille des betteraves. Si tu les sèmes plus tard, si je comprends bien ton raisonnement de tantôt, tu les sèmes un petit peu plus tard, puis tu les laisses aller à l'automne. Puis ils sont moins ligneux. Ben voilà. Beaucoup moins ligneux quand tu les démarres plus tard. Ben oui. OK, alors la couverture utilisée pour protéger justement, puisqu'on est là-dedans. Retour de ton vieux de drap picoté carotté, qui, je le rappelle, doit pas être trop lourde pour les auditeurs qui n'ont pas écouté l'émission. Quand on parlait de recouvrir les plantes au printemps, Janine avait l'expression d'utiliser un picoté carotté, ce qui est très compliqué à trouver. Donc, Janine cherchant toujours les affaires compliquées, mais n'importe quel drap, même pas picoté, même pas carotté, puis d'une seule couleur, ça va. Il ne faut pas qu'il soit trop lourd parce qu'il ne faut pas qu'il écrase, surtout en début de saison. Il y a les toiles anti-froid qu'on appelle aussi des couvertures flottantes. Elles vont augmenter la chaleur et conserver l'humidité. Il y a la toile de jute, mais il faut faire attention parce qu'il y a différentes épaisseurs de toile de jute. Il ne faut pas qu'elle soit trop épaisse. Il y a les polyéthènes transparents, communiquement appelés plastiques, avec une particularité. Il ne faut pas qu'ils touchent le feuillage. Ça brûle, parce que ça brûle. C'est ça. Et les géotextiles aussi qu'on peut utiliser. Voilà pour les couvertures. Maintenant, comment utiliser les couvertures? Là, tu nous as dit tout ce qu'on pouvait utiliser. Donc, vieux drap, toile de jute, toile anti-froid directement sur les cultures ou encore sur des arceaux pour les tunnels. Donc, on peut aussi doubler la nuit, c'est-à-dire qu'on pourrait avoir un morceau de polyéthène transparent sous un tunnel, puis rajouter par-dessus un vieux drap, une toile de jute ou une toile anti-froid. Les polyéthènes transparents, donc toujours sous forme de tunnel parce qu'ils ne doivent pas toucher le feuillage. Puis les géotextiles, ils sont très opaques, donc il faut les mettre vraiment à la dernière minute et les enlever dès que la température le permet parce qu'il n'y a pas de lumière en dessous. Et là, tu risques de brûler tes affaires. Tu risques surtout que les plantes... Ça lève pas. Si la température remonte, ça, il y a un coup de chaleur qui peut se ramasser. Alors, les facteurs de réussite avec cette stratégie-là, quels sont-ils? La seule, c'est que ça nécessite du temps, de l'observation. Il faut que vous observiez la température, puis bon, aujourd'hui, il faut que je sorte mes toiles, il ne faut pas que je sorte mes toiles. Donc, la vigilance et suivre le bulletin météorologique, c'est ça qui est important. Ça, c'est gagnant. Oui. C'est ça. Mais ça veut dire que tu es proactif. Oui. La journée où il fait très chaud, tu enlèves tes toiles, puis le lendemain, ça regèle, tu remets tes toiles. Voilà. Ça peut être moins 2, moins 3 un soir, puis plus 10, plus 12 dans la journée. Il faut que tu les enlèves. Tu enlèves tes toiles dans la journée, puis tu les remets le lendemain. C'est sportif, c'est mieux que d'aller au gymnase. Oui. Voilà, tu bouges. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Vous voulez rendre votre potager et votre jardin fruitier plus écologiques? L'horticulteur Bertrand Dumont vous propose 2 livres sur le jardin comestible éco-responsable. L'un, Comprendre la nature et tirer parti de ses bienfaits, aborde le fonctionnement de la plante, celui du sol et son travail, la matière organique, la nutrition des plantes et la gestion de l'eau. L'autre, Aménager et cultiver en respectant la terre, décrit les étapes de planification, de sélection, de mise en place, ainsi que la multiplication, la plantation, l'entretien et la récolte d'un jardin comestible éco-responsable. Ces 2 livres sont en vente uniquement sur la boutique en ligne radiolégumes.com. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles.
Maintenant, t'as un petit peu parlé de ça tantôt, les accumulateurs de chaleur naturelle. Et ça, j'aime ça. Alors, il y en a 3. Le bois, la pierre et l'eau, OK, vont stocker de l'énergie. Donc, elles vont accumuler la chaleur au cours de la journée ensoleillée, puis elles vont la restituer graduellement le soir, OK? C'est pour ça que souvent, puis je vais vous donner un grand exemple du stockage de l'énergie par l'eau. Souvent, les premières gelées vont arriver plus tard dans le bas du fleuve qu'à Montréal. Oui. Pourquoi? Parce que l'eau du fleuve est beaucoup plus chaude et elle se refroidit très tranquillement. Donc, et c'est pour ça que dans les vieilles serres, il y avait des pièces d'eau. Oui, c'est vrai. Hein? Il y avait des pièces d'eau. Et donc, ils mettaient un petit peu d'eau. Donc, un mur de briques, le bois, donc, la pierre et l'eau stockent l'énergie et le redonnent par la suite dans la journée et dans la soirée. Mais tout le monde a fait l'expérience d'avoir une journée chaude le long d'un mur de briques, puis de se mettre le long du mur de briques, puis les autres sont de l'autre côté de la table, puis de l'autre côté de la table, il dit « Ah, on a un frais. » Mais non, il dit « Moi, je suis bien, j'ai chaud. » Pourquoi? C'est parce que le mur de briques, par rayonnement, vous remet de la chaleur. C'est très vrai. Alors, c'est des principes très simples. Oui. Hein, qui coûtent rien. Rien, il faut que tu aies un mur de briques, mais... Oui, mais admettons les vieilles serres, là, ils montaient des pierres. Des pierres, c'est la même chose. Alors, dans un jardin comestible, comme tu en parles dans tes 2 derniers livres, en fait, c'est quoi les accumulateurs? On l'a dit. Le mur de briques, un tas de pierres. Ça aussi. Un tas de pierres, juste des pierres. Là. Au lieu de prendre vos pierres puis les envoyer, vous faites un tas de pierres dans un coin, notamment si vous avez une protection, un tas de bois et un bassin. Tout ça. Tout ça va accumuler. Et tu peux faire ça joliment pour que ça donne un aspect bucolique, quand même. Il y en a peut-être qui connaissent ce qu'on appelle la spirale à aromates. C'est le principe. La spirale à aromates est faite avec des pierres. Oui. Et donc, ces pierres-là vont faire de la chaleur, vont retenir la chaleur. Et comme les aromates aiment beaucoup la chaleur, ça va les aider. J'en parle encore aussi dans mon livre. Alors, comment prévenir les gels hâtifs au jardin fruitier cette fois-là? Là, il y a un petit défi. Alors, c'est des stratégies plutôt indirectes qui peuvent être mises en place. Sélectionner des variétés résistantes au gel printanier. Donc, on va éviter dans les endroits où il y a des risques de gel printanier d'utiliser des variétés hâtives. On va utiliser des variétés plus tardives. Dans son choix de planification, c'est important. C'est une très bonne idée. Donc, on va privilégier les variétés à floraison tardive. Donc, à floraison tardive, on va éviter le travail du sol tant que les gels printaniers ne sont pas passés. Tu touches pas au sol? Non. On va éviter tout travail. Parce que le travail du sol, ça va créer de l'humidité puis ça peut créer des problèmes. Donc, on ne travaille pas le sol, on ne passe pas à tondeuse, on attend que les gels soient passés. Tant que les fleurs sont là. Tant que les fleurs sont là. Et puis, on peut ajouter du paillis sur le sol ou au besoin sur toute la plante. OK? Parce que ça garde la chaleur? Non, oui, ça protège du froid. Ça protège du froid. Les racines. Ça protège du froid les racines. Et par ricochet. Mais aussi, ça empêche une certaine évaporation de l'eau. Il y a des problèmes d'eau. Je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est un peu complexe. Il y a des questions d'eau puis des questions de rayonnement aussi qui rentrent en ligne de compte. Fait que tu en parles d'aménager et cultiver en respectant la terre. Ouais, tu en parles de toutes ces stratégies-là. Oui. Alors, tu deviens très proactif dans ton jardin avec tout ça. Tu deviens à la fois proactif, attentif, mais au fur et à mesure où tu le sais, tu deviens ça te prend de moins en moins de temps, puis c'est de plus en plus économique. Ouais. Puis c'est une espèce de ressenti. Oui, de plus en plus économique. Et c'est un ressenti aussi. C'est ça. Tu le sais, qu'est-ce qu'il faut faire. Voilà. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on peut utiliser comme couverture pour protéger les fleurs des arbres fruitiers? On peut le faire si vous avez des couvertures, mais les arbres ne sont pas trop gros ou encore des arbustes, ça va. On peut mettre donc ces couvertures flottantes au-dessus des arbustes ou encore un drap. Si on annonce un froid puis il est en fleurs, une petite protection pour la nuit va être intéressante. Parce que c'est important, sinon, si les fleurs sont gel, tu n'auras pas de fruits. Non, ça c'est clair. Le fruit, c'est final bâton. Final bâton, comme tu dis. Tao. Alors, une autre méthode pour protéger les fruits dans les arbres fruitiers. J'en parle parce qu'on en parle beaucoup au printemps. Attends, c'est les fleurs que je voulais dire. Oui, protéger les fleurs encore, oui. Le brassage de l'air, l'aspersion d'eau, puis le chauffage de l'air. On le voit là au printemps, quand il y a dans les vergers, dans les trucs comme ça, ils font ça. Ça demande des équipements puis des connaissances particulières. Quand vous faites l'aspersion d'eau, on peut le faire, mais il faut le faire juste là, au moment où ça commence à geler. Tout simplement, ce que ça fait, c'est que ça gèle autour de la fleur gèle,
et le gel va protéger la fleur de plus de gel. Ouais. Le brassage de l'air, il faut des gros systèmes d'éventail. C'est pas un petit éventail qui fait. Puis chauffage de l'air, c'est des bras zéro. En ville, c'est interdit, donc on oublie un peu ça. Mais on le voit en France. Parce qu'eux aussi ont le problème. En France, dans les reportages, ils font ça. Des grandes veillées là, où ils chauffent l'air. Mais c'est pas évident. Mais bon. Alors, qu'est-ce qu'il faut éviter maintenant, absolument, pour... Que les plantes passent de température basse à haute trop rapidement. C'est-à-dire que s'il fait, mettons, il a fait -2, -3, puis là, il fait 2, 3, vous enlevez tout de suite les couvertures, puis qu'après ça, il fait plus 10. Des fois, cette température monte très, très, très rapidement. Là, ça peut poser problème. Il faut y aller tranquillement. Des fois, on va replier vers le centre pour ouvrir un petit peu, puis on va l'enlever. Tes couvertures, tes toiles ou tes toiles. Donc, on procède graduellement. Pour abriter les plantes, on attend que la température ait suffisamment diminué pour installer les protections. Pourquoi? Parce que si vous mettez trop, il y a trop de chaleur sous la toile, il y a trop de différence entre les deux, ça peut poser des problèmes. Et puis, pour les découvrir, on intervient quand la température extérieure est proche de celle sous la couverture. Donc, si vous avez un petit thermomètre, vous regardez sa couverture, fait 5, 6, 7. Dehors, fait 5, 6, 7. Là, il n'y a pas d'extrême de température. C'est encore là, si vous avez laissé la couverte, puis il fait 18, puis que dehors, puis il fait juste 6, parce que vous avez oublié la couverte, c'est un extrême, c'est un problème. Les plantes n'aiment pas les extrêmes. La nature n'aime pas les extrêmes. Et Dieu sait si on en a en ce moment. Parce qu'elle a de la misère à s'adapter. Voilà. C'est ça? C'est ça. Alors, Bertrand, je dois avouer, je vais le dire pour tout le monde, je t'ai vu faire tes recherches, on a discuté de toutes sortes d'affaires depuis tellement d'années, puis on retrouve tout ça dans ton livre. Je suis vraiment fière Merci. de ce que tu as écrit. Sérieusement, le jardin comestible éco-responsable, aménagé et cultivé en respectant la terre. On est rendu là. On aurait dû être rendu là depuis tellement longtemps. Ce livre-là, en tout cas, je pense que ça va devenir une référence. Parce qu'il y a une grosse demande actuellement. Il y a plusieurs qui veulent le livre, puis c'est pas pour rien. Vraiment, je suis très fière de toi. Voilà. Merci. Ceci étant dit, c'est tout pour ce balado. Et puis, si vous voulez plus de détails, parce qu'il y a beaucoup de détails, vous allez sur radiolégumes.com. Là, vous en avez de l'information encore plus. Puis c'est notre banque de balado qui en comprend plus d'une centaine. Alors, merci à Bionic. Merci à Xavier Gervais-Dumont pour la musique, Charles Gervais, son frère Dumont, pour l'assistance technique. Toute la famille. Salut tout le monde, portez-vous bien. Puis là, on a le goût de jardiner quand on lit des beaux livres de même. À la prochaine. Bye. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles.